Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence proposée par le laboratoire de recherche sur la foudre. Alors ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un astrophysicien fort connu pour ses travaux sur les galaxies, en l'occurrence Nicolas Laporte, que je remercie beaucoup d'être présent. Il va nous parler d'un sujet d'actualité puisque dans quelques jours va être lancé le James Webb Space Telescope. Et donc, il va nous entretenir ce soir pendant une petite heure sur ce sujet. Nicolas Laporte, je te passe la main. Merci Raymond, j'espère que tout le monde m'entend. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être virtuellement en Auvergne, en particulier au laboratoire de recherche sur la foudre à côté de Champs-sur-Tarentaine. Mais si moi je suis virtuellement en Auvergne, vous êtes un peu virtuellement à Cambridge. Et je ne sais pas, vous ne pouvez pas le voir vraiment, mais il fait nuit. Depuis 3h30 cet après-midi, il a plu beaucoup. Donc ce n'était pas qu'une légende qui ne fait pas beau en Angleterre. Aujourd'hui, il n'a particulièrement pas fait beau. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui est effectivement, comme Raymond l'a dit, d'actualité. C'est le James Webb Space Telescope. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas entendu parler de ce télescope. Et pourtant, il va, dans les prochaines années, probablement être aussi connu, si ce n'est plus, qu'un télescope dont je suis sûr vous avez entendu parler, qui est le télescope spatial Hubble. Alors, j'ai décidé de diviser cette conférence en 3 parties. Plutôt que de rentrer directement dans le vif du sujet sur qu'est-ce que le James Webb Space Telescope, eh bien, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi on avait besoin d'un télescope spatial, quels sont l'état de l'art scientifique et technologique que l'on a en 2021, en décembre 2021, qu'est-ce que l'on sait sur l'univers et qu'est-ce qu'il nous manque encore, qu'est-ce que l'on ne sait pas sur cet univers. Et ensuite, on verra eh bien, que justement tout ça nous amènera à imaginer l'idée d'un nouveau télescope spatial, hein, le successeur de Hubble. On verra que ce n'est pas réellement le successeur de Hubble, mais néanmoins, on verra que c'est le prochain gros projet titanesque des États-Unis, avec une petite participation européenne. On parlera des instruments à bord du James Webb. Et puis, on discutera rapidement les premiers programmes d'observation, c'est-à-dire qu'on sait déjà, alors que le télescope n'est pas encore lancé, on sait déjà quels seront les tout premiers programmes d'observation avec ce télescope. Et puis, on parlera des étapes du lancement et de la mise en route du télescope. Ça, ce sera à la fin de cet exposé. Alors, on va commencer par la première partie, l'état de l'art scientifique et technologique en décembre 2021. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur notre univers? Alors, je ne vais pas pouvoir couvrir toutes les thématiques de la recherche en astronomie et en astrophysique. J'en ai choisi évidemment que quelques-unes, celles qui vont être on va dire, les thématiques leaders des observations du James Webb. Alors, la première chose que l'on sait aujourd'hui sur notre univers, eh bien, c'est que le système solaire n'est pas unique. Vous le savez, hein, qu'est-ce que c'est que le système solaire? On habite, nous, sur une planète, la planète Terre, qui orbite autour d'une étoile, le Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres de nous. On tourne autour du Soleil à la vitesse de 1 année pour faire le tour du Soleil, 365 jours et quelques heures pour faire le tour du Soleil. Mais on n'est pas les seuls à tourner autour du Soleil. Il n'y a pas que la Terre qui tourne autour du Soleil, il y a tout un tas d'autres planètes. Vous avez ici une photo qui représente ce système solaire, mais ni les distances ni les tailles ne sont représentatives, c'est juste pour vous donner une idée. Alors la Terre, on est quelque part par là, il y a une planète dont vous avez, je suis sûr, entendu parler, c'est la planète Mars. La planète Mars, elle est juste là, elle n'est pas très très loin de la Terre, elle est à 50 millions de kilomètres, elle orbite à 200 millions de kilomètres, on va dire, du Soleil. Et c'est une planète dont on entend beaucoup parler parce qu'en ce moment, les Européens et les Américains, ils envoient beaucoup de robots sur cette planète. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si la vie s'est développée sur cette planète. Parce que force est de constater aujourd'hui que sur les 8 planètes qu'il y a dans le système solaire, 4 planètes rocheuses, 4 planètes gazeuses, eh bien, il n'y en a qu'une qui abrite la vie. Alors là, c'est pareil, il faut faire attention quand on parle de la vie, parce que ce n'est pas parce qu'on a des preuves de vie que sur une planète qu'il n'y a pas de la vie sur d'autres planètes. Donc, gardez ça en tête parce que je vais reparler de ça un peu plus tard pendant la conférence. Donc, la planète Mars, on a une planète que vous connaissez également
probablement parce que vous avez vu les belles photos qui ont été prises notamment par le télescope spatial Hubble, c'est la planète Saturne. Il n'y a pas besoin d'avoir le télescope spatial Hubble pour voir la planète Saturne. Si vous prenez des petits télescopes que vous avez dans votre jardin, eh bien, vous êtes capable, vous pouvez tout à fait observer la planète Saturne et c'est un spectacle formidable. Et si vous n'avez pas de télescope, eh bien, je ne peux que vous encourager à vous rendre dans les clubs d'astronomie de votre région, de votre département, parce que là, vous allez avoir des gens qui sont passionnés de l'observation du ciel, qui ont de très, très fortes connaissances sur l'observation du ciel, et en plus des instruments qui vous permettront de voir Saturne et d'autres planètes. Mais Saturne, ça reste quand même un spectacle assez impressionnant. Voilà, donc allez voir Saturne dans un télescope à côté de chez vous. Donc le système solaire, on sait qu'il n'est pas unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sait qu'il n'est pas unique? Eh bien, on sait qu'il y a d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et ces planètes, on appelle ça des exoplanètes. Et on connaît d'autres systèmes planétaires, notamment le système Kepler 90 que vous avez en photo sur cette diapo. C'est 8 planètes. 3 planètes similaires à la Terre, c'est des planètes rocheuses, 3 planètes qui ressemblent à la planète Neptune, c'est une des planètes de notre système solaire, et puis 2 planètes qui ressemblent grosso modo à Jupiter ou Saturne. Donc ça, c'est un système planétaire qui a été découvert en 2017 par un télescope spatial, celui que vous avez en photo sur cette diapo, c'est le télescope Kepler qui a été envoyé dans l'espace en mars 2009, il a fini sa mission en 2018, et c'est un diamètre, parce qu'on regarde les propriétés des télescopes via le diamètre de leur miroir. Plus votre miroir est grand, plus vous allez être capable de collecter de la lumière. Le télescope Kepler, il a un diamètre de 95 cm. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie, ça doit vous parler. Pour ceux qui sont complètement novices dans ce domaine-là, 95 cm, finalement, ce n'est pas très grand. Le plus grand télescope qu'on peut trouver en France métropolitaine, il est au Pic du Midi, c'est le télescope Bernard-Lyot et il fait 2 mètres de diamètre. Le télescope le plus grand qu'on peut trouver sur la surface du globe, il est aux Canaries, sur l'île de La Palma, une île qui est en ce moment dans l'actualité malheureusement à cause des éruptions. Les éruptions ont lieu en dessous des télescopes. Donc les télescopes sont un peu protégés. Eh bien, le plus grand télescope du monde, qui est sur l'île de La Palma, il mesure 10,20 mètres de diamètre. Donc, vous voyez que le télescope de 95 cm, c'est le cas de Kepler qu'on a envoyé dans l'espace, c'est un tout petit télescope par rapport à ces autres télescopes-là. Et pourtant, Kepler, il a fait d'énormes découvertes. Grâce à Kepler, notamment, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, alors la mise à jour du nombre de planètes, elle est faite au 1er du mois, donc je n'ai pas les nouvelles découvertes qu'il y a eu dans la semaine qui vient de s'écouler, mais on sait aujourd'hui, au 1er décembre 2021, eh bien, qu'il y a au moins 3604 étoiles avec au moins une planète. On sait qu'il y a 807 étoiles parmi ces 3604 qui ont au moins 3 planètes et on connaît 4878 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. Et sur ces 4878 exoplanètes, aucune ne montre pour l'instant des traces de vie, de présence de la vie. Alors ça, c'est pareil, il faut faire attention à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'avec les instruments que l'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de voir les traces de vie sur ces planètes, sur ces exoplanètes. Donc, on ne sait pas combien d'exoplanètes sur ces 4878, combien abritent la vie. Alors, comment on fait justement pour observer, pour détecter ces exoplanètes? Ici, je vous montre un graphique. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui présente l'évolution du nombre d'exoplanètes découvertes par année. On commence en 1995 avec la détection de la toute première exoplanète par Michel Mayor, un chercheur suisse, avec son thésard Didier Queloz. Ils étaient à l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, c'est en France, dans le sud de la France, et ils ont découvert ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la première exoplanète. Et vous voyez que depuis 1995, eh bien, on en a découvert beaucoup de planètes, et en particulier, il y a 2 années qui sont très importantes dans la discussion et dans la découverte, entre guillemets, d'exoplanètes, c'est 2014 et 2016. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les 2 années au cours desquelles le satellite Kepler a publié ses catalogues. Donc, c'est pour ça que vous avez un saut énorme. Et les différentes couleurs que vous avez sur ce graphique, ça vous présente en fait les différentes méthodes qu'on utilise pour détecter ces exoplanètes. Et vous voyez que la méthode qui est la plus utilisée, c'est la méthode verte. La méthode verte, c'est la méthode des transits. Qu'est-ce que c'est que la méthode des transits? Eh bien, c'est une méthode qui est très simple. Si vous avez vous regardez cette animation-là, et si vous avez une planète qui tourne autour de votre étoile,
quand la planète va passer devant l'étoile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer une partie de la lumière. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir, vous, depuis la Terre? Vous allez voir une étoile baisser en luminosité. Elle va diminuer en luminosité, et ça de façon périodique. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, si c'était la Terre qui passait devant le Soleil, eh bien, tous les ans, tous les 365 jours, on verrait une diminution de l'intensité de l'étoile. C'est ça la méthode des transits. C'est celle qu'on utilise principalement pour aller observer, pour aller détecter et repérer des exoplanètes. Donc, si vous avez une étoile qui diminue en intensité et de manière périodique, eh bien, vous pouvez dire qu'il y a une planète qui tourne autour. L'autre méthode qu'on utilise pas mal, si vous regardez ce graphique-là toujours, c'est la méthode en rouge. La méthode en rouge, c'est celle des vitesses radiales. Alors, celle-ci, elle est un peu compliquée. Les vitesses radiales, il faut savoir que quand vous avez deux objets qui sont massifs, qui sont relativement gros et qui se tournent autour, en fait, la planète ne tourne pas exactement autour de l'étoile, mais la loi de la théorie de la gravité de Newton nous dit qu'en fait, ces deux objets, ils tournent autour de ce qu'on appelle le barycentre. C'est le barycentre du système. C'est un point qui est évidemment très proche de l'objet le plus massif, donc de l'étoile dans notre cas-là, mais l'étoile tourne aussi autour de ce barycentre. Si bien que quand vous avez une planète qui est très grosse, eh bien, vous allez pouvoir faire tourner, bouger l'étoile sur son orbite. C'est ce que vous allez voir sur cette animation. Vous avez une planète qui tourne et vous voyez bien que l'étoile, elle oscille sur son orbite parce qu'elle tourne autour du barycentre. Donc ça ne marche que pour les planètes les plus grosses, évidemment. C'est la méthode dite des vitesses radiales et c'est la méthode qui a été utilisée par Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la première exoplanète. Donc ça, c'est les points en rouge que vous avez sur le graphique qui est en haut à gauche. Il y a une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est celle de prendre une photo. On prend une étoile en photo et on regarde si autour de cette étoile, il n'y a pas des exoplanètes, il n'y a pas des objets qui tournent. Et c'est effectivement ce qui a été fait par le VLT, le télescope qui sont au Chili. Là, on est au nord du désert d'Atacama. Et ce petit point rouge que vous avez ici, hop, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, ce petit point rouge que vous avez là sur cette photo en bas à droite, eh bien, c'est une exoplanète et là, vous avez l'étoile. Donc, c'est la première fois qu'on était capable de faire ça. On n'a pas fait beaucoup de photos d'exoplanètes parce que c'est très difficile et il ne faut pas que la planète soit trop brillante, sinon vous allez saturer complètement votre appareil photo, votre caméra. D'accord ? Donc, une méthode pour pouvoir prendre en photo ce qui se passe autour d'une étoile, eh bien, ce serait de cacher la lumière de l'étoile et de pouvoir prendre une photo de ce qu'il y a autour de l'étoile. Cette méthode, elle existe, c'est la méthode dite du coronographe. Si vous regardez le Soleil et si vous cherchez à regarder les protubérances qu'il y a autour du Soleil, les protubérances, c'est ces éruptions de matière qu'on a sur la surface du Soleil, eh bien, pour les observer, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un coronographe. On va bloquer la lumière du centre du Soleil, parce que sinon c'est trop lumineux et on ne peut pas voir les détails de ces protubérances, et on va pouvoir voir ce qui se passe autour. Eh bien, la méthode du coronographe, c'est une méthode qu'on pourrait utiliser pour faire de l'imagerie directe d'exoplanètes. Voilà, gardez ça en tête. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait donc que le système solaire n'est pas unique, qu'il y a d'autres exoplanètes, on ne sait pas si ces exoplanètes abritent de la vie, et on ne sait pas non plus comment se forment ces exoplanètes. Alors ça, on commence petit à petit à le savoir. Ce que vous avez ici sur la gauche de l'écran, c'est une photo qui a été prise par l'observatoire ALMA. L'observatoire ALMA, vous l'avez en photo là, on est encore au Chili, sur le plateau de Chanator, à 5200 mètres d'altitude. Et cette photo, elle est assez incroyable, parce que ce qu'on est en train de regarder là, c'est la naissance d'une étoile. Vous avez la naissance d'une étoile qui est au centre, et ce que l'on voit, c'est des rayons ici. Vous avez des anneaux tout autour de cette étoile. Et en fait, ces anneaux, dans la poussière qu'il y a autour de l'étoile, eh bien, ce sont des planètes qui sont en train de se former. Et ça, on a été capable de le voir, c'est très récent, c'est 2017, je crois, pour la photo, 2018, pour la première photo de la formation de ces planètes autour d'une étoile brillante. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire, mais c'est très difficile parce que, évidemment, il y a de la poussière tout autour de ces étoiles. Donc, il reste encore des questions en suspens. Il y en a une que j'ai déjà mentionnée, c'est de savoir est-ce que les exoplanètes qu'on a détectées, ces 5000 exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'elles abritent la vie? Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la vie sur une planète autre que la Terre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment se forment les planètes et les satellites, parce qu'évidemment, vous savez qu'autour de la Terre, eh bien, il y a la Lune qui tourne, autour de Mars, on a aussi d'autres satellites. Donc ça, c'est une question qui est aussi complètement ouverte. Comment se forment les planètes? Ça va finir la première thématique,
qui était la thématique évidemment de la recherche de la vie et des exoplanètes. Excusez-moi pour le bruit, ça c'est les messages qui arrivent. On va passer à la deuxième thématique scientifique que je voulais aborder ce soir. La thématique, la deuxième, c'est sur la formation des étoiles. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les étoiles, elles se forment dans des nuages de gaz et qu'elles évoluent, ces étoiles, avec le temps selon leur masse. On va voir ça dans un instant. Comment se forme une étoile ? Eh bien, ici, vous avez un graphique qui vous résume la formation d'une étoile. Alors, je vais vous donner une information intéressante. Ça, il me faut 16 heures à Cambridge pour l'expliquer à des étudiants de 5e année. Ça leur vaut un cours de 160 pages, 10 chapitres, et dans chacun des chapitres, il y a à peu près une trentaine d'équations. Donc, vous comprenez un peu toute la physique qu'il y a derrière. Et la physique qui est derrière, on la comprend assez. Comment se forme une étoile ? Eh bien, on a un nuage de gaz, parce que les étoiles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des atomes, c'est d'abord du gaz. Et puis, il y a une perturbation. Qu'est-ce que c'est qu'une perturbation ? C'est par exemple une explosion d'étoiles. Vous avez une étoile qui explose, vous avez quelque chose qui se passe à proximité de ce nuage de gaz. Il va perturber votre nuage de gaz. Et là, ça va entraîner ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement gravitationnel ? C'est tout simplement la densité, c'est-à-dire la quantité de molécules que vous avez dans une petite boîte, eh bien, elle va augmenter. Vous allez comprimer votre gaz, vous allez comprimer, et vous allez tellement le comprimer qu'à un moment, vous allez être capable d'initier la fusion nucléaire. Ce qui se passe au cœur des étoiles, qu'est-ce que c'est ? C'est de la fusion nucléaire, et c'est ça qui va produire de la lumière. Et c'est là qu'une étoile s'allume. Et on arrive là d'abord en formant ce qu'on appelle une proto-étoile. Et une proto-étoile, quand elle se forme, c'est assez intéressant, ce mécanisme. Elle va certes commencer la fusion nucléaire, elle va commencer à émettre de la lumière, mais tout autour de l'étoile va se former un disque de poussière. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est intéressant, un disque de poussière, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour l'observation qu'il y ait un disque de poussière autour de l'étoile ? Tout simplement, si vous avez de la poussière entre vous et une étoile, eh bien, vous n'allez pas la voir, l'étoile. Elle va être masquée par la poussière. Donc ça, on sait que quand une étoile jeune se forme, eh bien, il y a un disque de poussière qui va se former autour de l'étoile. Et puis après, on va passer un peu tout le détail qui se passe là, et on va avoir les planètes qui se forment. C'est l'image que je vous ai montrée juste avant, l'image, la photo prise par ALMA, où on avait ces anneaux qui se formaient dans ce disque de poussière. Donc voilà, grosso modo, comment les étoiles se forment, ça on le sait, on est capable avec toutes les informations, les modèles physiques que l'on a, on est capable d'expliquer tout ça. C'est beaucoup plus difficile de l'observer parce qu'on a justement cette poussière autour de l'étoile et que malheureusement, la poussière, elle nous bloque les rayons lumineux. Alors là, je vous montre une région de formation d'étoiles. Voilà, je vais couper le son. On va plonger dans une région de formation d'étoiles. Ça, c'est la Voie lactée, c'est notre galaxie. Ça, je suis sûr que vous pouvez la voir de manière assez belle dans le Cantal. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais jeune. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps quand j'étais au festival Vue du ciel qui avait lieu à Champs-sur-Tarentaine. Voilà, on plonge et on va aller voir cette région de formation d'étoiles. Et vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création. C'est très joli comme nébuleuse. Voilà. Vous voyez ces piliers, en fait. Et en fait, ces piliers, qu'est-ce que c'est ? C'est la poussière qui est formée au moment de la naissance de ces étoiles. Parce que tout ce que j'ai ici, ça c'est magnifique, c'est une photo du télescope spatial Hubble. Elle vaut le coup d'être regardée. Et donc, c'est dommage. Et donc, on voit cette poussière qui a lieu parce que justement, quand une étoile se forme, une proto-étoile se forme, il y a un disque de poussière tout autour, puis on a aussi de la poussière en fin de vie. Alors là, maintenant, c'est l'évolution de la vie d'une étoile. Je vous ai dit que l'évolution de la vie d'une étoile, elle dépendait de sa masse. Et bien, c'est vrai, c'est ce que vous avez ici qui est résumé. Je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Si vous avez une étoile qui est de très petite masse, c'est-à-dire moins de 10% de la masse du Soleil, eh bien, vous allez créer ce qu'on appelle une naine brune, une toute petite étoile qui ne va pas vraiment évoluer. Une fois qu'elle est là, elle va rester. Puis quand elle n'aura plus de carburant à brûler, elle va s'éteindre. Si vous avez une étoile qui est alors vous voyez qu'on appelle ça une étoile de faible masse, c'est-à-dire qu'elle fait moins de 8 fois la masse du Soleil, eh bien, c'est-à-dire le Soleil, voilà ce qui va arriver à notre Soleil. À la fin de sa vie, l'étoile va se transformer en géante rouge, elle va gonfler, elle va grossir, elle va se transformer en géante rouge.
Et ensuite, deux possibilités où elle se transforme en nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que vous avez une petite naine blanche au centre entourée par du gaz. C'est très joli à observer aussi au télescope. Ou ça devient une naine blanche, c'est ce que vous avez là. Et puis, on peut finir par une naine noire, c'est-à-dire quand il n'y a plus de lumière, quand elle ne peut plus briller, eh bien, ça reste une naine noire. Ou alors, ça peut devenir une supernova, alors ce qu'on appelle le type 1 de supernova, c'est-à-dire une étoile qui explose et qui va libérer dans l'espace toutes les molécules, toute la poussière qu'elle a produite tout au long de sa vie. Et puis au contraire, si vous avez une étoile qui est très massive, et là on parle d'étoiles qui sont de plus de 8 fois la masse du Soleil, eh bien vous allez former une étoile qui est une super géante rouge. La supergéante rouge, quoi qu'il arrive, elle va exploser en type 2, en supernova de type 2. C'est une énorme explosion d'étoiles, c'est ce qu'on a au tout début de l'univers, parce que les toutes premières étoiles, elles étaient très massives. Elle va exploser et là, elle va libérer, là encore, toute la poussière d'étoiles qu'elle a produite. Et ensuite, il y a plusieurs solutions pour cette supernova, où ça devient une étoile à neutrons, ou ça devient un trou noir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? C'est un objet qui est tellement dense que la lumière ne peut pas s'en échapper. Et comment et dense à quel point? Eh bien, tout simplement, si vous prenez une cuillère à soupe de trou noir, la masse que vous avez dans votre cuillère à soupe, c'est l'équivalent de la masse de la Terre. Donc, vous voyez qu'un peu, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très dense. Et puis, le trou noir, ensuite, il va évoluer, il va donner ou des émissions X ou des pulsars. Mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sait qu'en fonction de la masse de l'étoile au début de sa vie, eh bien, on sait exactement comment elle va finir à la fin de sa vie. Donc ça, on le sait. Et pourtant, il y a des questions qui restent ouvertes. Je reviens sur cette photo qui a été prise par le télescope spatial Hubble, et je fais une parenthèse quand même sur ce télescope qui est malheureusement aujourd'hui en fin de vie. Il a été lancé en avril 1990 et il a une histoire exceptionnelle, ce télescope. On envoie le télescope, donc il faut imaginer quand même que la NASA avait mis beaucoup d'argent dans ce télescope. Je crois qu'on était à 1 milliard au lancement du télescope, sur le coût du télescope, ce qui était énorme pour les années 90. Avril 90, on lance le télescope, on allume les caméras, et quand on prend la première photo avec le télescope spatial Hubble, on se rend compte que la photo est floue. Voilà. Impossible de faire de la science avec Hubble parce que les photos sont floues. Alors, je ne voudrais pas être à la place de celui qui a regardé la première photo et qui a réduit les données, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que l'image soit belle et qui se rend compte que finalement, il ne peut pas parce que c'est le télescope qui a un souci. Alors là, on pourrait dire que c'est catastrophique, mais en fait, pas tant que ça. Certes, ça l'était, parce qu'il y a eu des débats après au Congrès assez incroyables. Il a fallu négocier avec le Congrès américain d'avoir une rallonge budgétaire pour pouvoir aller réparer le télescope spatial Hubble, parce que Hubble, on pouvait le réparer. Hubble, il est à 600 km d'altitude. Il n'est pas très très loin, hein. La station spatiale, c'est 400 km, c'est là où Thomas Pesquet vient de passer 6 mois. Eh bien, le télescope spatial Hubble, il est un peu plus loin que Thomas Pesquet, il est à 600 km d'altitude. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a mis à 600 km d'altitude? Pour pouvoir aller le réparer. Et Hubble, il a été réparé 5 fois grâce à des navettes. Alors, il va falloir que je passe parce qu'il y avait une animation. Ouais. Grâce à des navettes, donc les navettes Discovery, Challenger, etc., qui sont allés le réparer. Et je voudrais faire un petit cocorico quand même à un Français qui est parti réparer le télescope spatial Hubble. Je pense qu'il va falloir que je coupe le son aussi, non? Non. C'est Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy qui, en 2009, en avril 99, est parti réparer le télescope spatial Hubble. Il n'était pas tout seul. C'est une mission de 7 jours. Vous voyez qu'à l'époque, les missions elles étaient très courtes dans l'espace. 7 jours pour réparer le télescope spatial Hubble. 4 sorties extravéhiculaires. Regardez quand même ces gens qui ont au bout des doigts le télescope spatial Hubble. C'est quand même incroyable de voir ça. Et ils ont réparé pas mal de choses. Ils ont réparé ce qu'on appelle les gyroscopes. C'est ce qui permet au télescope d'être stable. Parce que quand on va regarder une galaxie qui est, par exemple, lointaine, nous, ce qu'on veut, c'est que le télescope qui reste bien fixé sur la galaxie et pas qui bouge sur son orbite. Et ils ont changé aussi l'ordinateur de bord, ce qui a permis au télescope spatial Hubble d'avoir un ordinateur qui fonctionnait 20 fois plus vite que celui qu'on lui avait mis au décollage. Cette image, elle est formidable. Vous avez ici la navette qui devait être Discovery, si ma mémoire est bonne, et le télescope spatial Hubble qui est tenu par le bras. Et là, regardez, on lâche le télescope spatial Hubble, on le remet, il est réparé, ça y est, il peut repartir. C'est des images qui sont quand même
incroyable. Pour moi qui bosse avec les images de Hubble, c'est une vue assez incroyable. On va revenir 30 secondes sur les images que je vous montrais juste avant. Hop, alors si je retrouve, voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà. Donc voilà pour le petit clin d'œil de Hubble, c'est lui qui a pris la photo que vous avez sur la gauche, donc les fameux piliers de la création. Donc Hubble, lui, il voit en visible. On va parler tout à l'heure de la lumière, hein, mais retenez que grosso modo, nos yeux voient de la lumière visible. Eh bien, Hubble, il voit grosso modo pareil. Et si maintenant, donc vous voyez qu'en visible, hein, la poussière, on ne voit pas tellement ce qu'il y a derrière, hein, c'est comme un mur. Et si maintenant je change un tout petit peu la lumière avec laquelle je regarde ces piliers de la création, et si maintenant je regarde dans ce qu'on appelle l'infrarouge, un peu plus loin que le rouge, eh bien voilà ce que j'observe. Ah, ben vous voyez que là, pour le coup, quand j'observe en infrarouge, eh bien je peux voir ce qu'il y a derrière les fameux piliers de la création, notamment ces étoiles qui sont jeunes et qui sont en train de naître dans cette région de formation d'étoiles. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, ce qui veut dire que si je veux comprendre et si je veux observer des étoiles en train de naître, il va falloir qu'on aille regarder dans ce domaine de lumière particulier, pas le visible, mais l'infrarouge. On en parle dans un tout petit instant. Alors, les questions qui restent ouvertes sur cette thématique, c'est quelles sont les caractéristiques des protoétoiles, comment les étoiles libèrent les atomes qu'elles ont produits au cours de leur vie, hein, c'est-à-dire les poussières d'étoiles dans l'univers. Ça, c'est les deux grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, et qui nous intéresse particulièrement quand on veut comprendre comment évolue une étoile de sa formation jusqu'à sa mort. On va arriver à la troisième thématique. Je vois que ça fait une demi-heure que je parle, donc je vais accélérer un tout petit peu. La troisième thématique, c'est sur les trous noirs. On sait aujourd'hui que certaines galaxies, elles possèdent un trou noir supermassif. Alors, comment on le sait, ça, qu'il y a des galaxies qui possèdent des trous noirs supermassifs? Et surtout, comment on peut faire pour aller observer des trous noirs? Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un trou noir, c'était un objet qui était tellement dense que la lumière ne pouvait pas s'en échapper. Or, nous, quand on utilise nos télescopes, qu'est-ce qu'on va capter avec nos télescopes? C'est de la lumière. Si les trous noirs émettent pas de lumière, ça paraît compliqué d'aller les observer. Et pourtant, il va falloir faire une toute petite digression sur l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Eh bien, ça, c'est Einstein qui nous dit grosso modo que l'espace et le temps sont systématiquement liés. Un exemple, hein, quand vous êtes connecté à cette session Zoom, eh bien, on vous avait dit que c'était à 19 h le 7 décembre sur Zoom. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt, eh bien, vous ne nous aurez pas trouvé. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, eh bien, vous n'auriez pas entendu parler d'espace-temps. Donc, l'espace-temps, c'est ça. Et on le représente généralement sous la forme de quadrillage que vous avez. Si maintenant, dans mon espace-temps, je mets un objet massif, une étoile, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais courber un petit peu cet espace-temps. Partez du principe que c'est comme un nénuphar, vous mettez quelque chose sur un nénuphar, le nénuphar se courbe. Alors ça peut être intéressant parce que si maintenant, autour de cette courbure, je fais passer quelque chose, je fais passer de la lumière ou je fais passer une étoile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir que cette courbure d'espace-temps, elle va avoir une influence sur la trajectoire des objets. Là, vous avez une vidéo d'un professeur aux États-Unis, j'ai oublié le nom de l'université, qui va justement faire une expérience pour montrer que si je courbe l'espace-temps, eh bien, je vais modifier la trajectoire des objets. Là, vous avez un drap, il a tendu un drap sur un tonneau de vin. Donc, c'est grosso modo pour vous dire qu'au milieu, il n'y a rien. Hein, c'est vraiment, c'est juste sur les côtés que le drap est attaché. Au milieu, il n'y a absolument rien. Il va mettre donc un objet très massif. Il va mettre un poids au milieu. On va avancer. Voici le poids qu'il a mis au milieu. Donc, vous voyez qu'il courbe bien l'espace-temps. Et maintenant, il va s'amuser avec des billes et il va lancer des billes autour de ce poids. Et que vont faire les billes? Évidemment, quand on arrête la vidéo, elle ne veut plus repartir. Donc, on va revenir à ça y est. Donc là, OK, très bien. Est-ce que je peux avancer sans que ça plante? Voilà. Et là, il va, regardez bien, jeter des billes et vous allez voir, on aurait tous tendance à dire que va faire la bille? Elle va aller se coller au poids, elle va tomber dans le trou qui a été fait par le poids. Eh bien, regardez bien. Donc là, il est comme moi, il parle beaucoup. Alors que ce qu'on voudrait, c'est qu'il fasse l'expérience. Voilà, c'est parti. Il va lâcher la bille. Voilà, vous voyez, la bille, elle ne tombe pas directement. Alors là, c'est encore plus flagrant. Hop, regardez ce qui se passe. Regardez la trajectoire de la bille. Elle ne tombe pas du tout pour l'instant dans le puits. Au bout d'un moment, elle va tomber. Mais elle va décrire des orbites qui sont un peu particulières. Et donc, en partant de cette expérience, on peut dire que si on veut aller détecter un trou noir, eh bien, peut-être qu'il va falloir aller regarder comment les objets autour de ce trou noir orbitent. Et regardez par exemple ici, hop, là c'était assez flagrant, hein, le changement de trajectoire de la bille.
Eh bien, c'est ce qu'ont fait les chercheurs européens. Ils sont allés regarder comment les étoiles au centre de notre Voie lactée tournent. Et ils ont regardé en particulier cette étoile que vous avez là. Regardez bien comment tourne cette étoile. Là, c'est des dizaines d'années d'observation. Et hop, on va la remettre depuis le début. Regardez bien. Hop, elle accélère, elle repart. Hop, elle accélère, elle repart. Elle va faire ça. Elle fait ça en permanence jusqu'au jour où elle va finir. Où? Eh bien, dans le trou noir qu'on a au centre de la galaxie. Et là, vous avez une modélisation, une vue d'artiste de l'orbite de cette étoile. Hop, regardez ce qui se passe. Et elle retourne, bien sûr qu'elle y retourne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un puits, en quelque sorte, qui a été créé autour de ce trou noir. Et voilà comment on sait qu'il y a un trou noir au centre de la Voie lactée. Donc, c'est 20 ans d'observation qui ont été faits avec le VLT, ça je vous ai dit que c'était au Chili. Il y a plus de 100 chercheurs qui ont été impliqués. Et ce que l'on sait aujourd'hui sur ce trou noir, c'est qu'il est à 26 000 années-lumière de nous, qui fait 4,2 millions de fois la masse du Soleil et que son diamètre est de 17 heures-lumière. C'est grosso modo la taille du système solaire, un peu plus grand que le système solaire. Donc ça, on sait que dans des galaxies, dont la nôtre, il y a un trou noir. On sait que dans d'autres galaxies, il y a aussi des trous noirs. Là, vous avez une photo d'un trou noir prise dans la galaxie Messier 87. Ça, c'est une galaxie, une annonce qui a été faite il y a 2-3 ans à peu près. Donc, Messier 87, c'est une galaxie qui est à 53 millions d'années-lumière de nous. C'est une photo qui a été prise par le Event Horizon Telescope. Alors là, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut prendre une photo d'un objet qui n'émet pas de lumière? Effectivement, ce que l'on voit tout autour, c'est comment, je vous ai dit, le trou noir, il déforme l'espace-temps, il va certes modifier les trajectoires des étoiles, mais il va aussi modifier la trajectoire de la lumière. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la trajectoire de la lumière qui a été modifiée. Donc, c'est bien la première photo d'un trou noir. Alors, quelques questions qui restent encore ouvertes sur ces trous noirs. La première, c'est quelle relation il y a entre la taille des galaxies et la présence d'un trou noir supermassif? Est-ce que finalement, on ne trouve des trous noirs que dans les galaxies très grandes? Quelle est la proportion de galaxies avec un trou noir supermassif? Est-ce que toutes les galaxies ont un trou noir? Ou bien est-ce que finalement, ce ne sont qu'une toute petite fraction de la population des galaxies qui ont un trou noir? Et puis, il y a une autre question qui nous intéresse sur les galaxies, c'est la forme des galaxies. Est-ce que cette forme, elle évolue avec le temps? Est-ce qu'elle est influencée par la présence d'un trou noir, etc. Ça, on n'en sait rien. Voilà, on passe maintenant à la dernière partie. Alors ça, c'est mon domaine de recherche, c'est les premières galaxies. Alors, ce que l'on sait sur ces toutes premières galaxies, on sait qu'elles étaient déjà présentes 500 millions d'années après le Big Bang. Alors ça, c'est des chiffres qui doivent peut-être vous effrayer. Ici, je vous ai mis une frise chronologique qui vous présente l'âge de l'univers en fonction du temps. Donc, nous, ici, 7 décembre 2021, on est là. Et vous avez l'âge de l'univers, on remonte dans le temps. L'apparition de la vie, c'est grosso modo entre 3 et 4 milliards. Il y a 3 et 4 milliards d'années. La formation du système solaire, on est autour de 5 milliards d'années. Les galaxies avec des très jolies formes comme ça, on est autour de 7-8 milliards d'années. Et puis les toutes premières galaxies, on est il y a plus de 13 milliards d'années. On sait que l'univers aujourd'hui, il est âgé de 13,7 milliards d'années. Ce sont les derniers résultats de Planck, un satellite européen qui nous permet d'avoir cette info. Alors, ce que l'on sait, grâce au télescope spatial Hubble, quand on pousse Hubble à son maximum, on lui demande de faire des heures et des heures d'observation sur la même région du ciel, on est capable de démontrer qu'il y avait déjà des galaxies 500 millions d'années après le Big Bang. Mais le problème, c'est que Hubble, il n'est pas capable d'aller voir au-delà. Donc, il n'est pas capable de nous dire s'il y avait des galaxies 400 millions d'années après le Big Bang, 300 millions d'années après le Big Bang. Il n'en sait rien puisqu'il ne peut pas voir plus loin. Il nous dit juste qu'au maximum de là où il peut voir, il voit des galaxies. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une question qui va rester en suspens quand se sont formées les toutes premières galaxies. Est-ce qu'on va être capable de voir la formation des premières galaxies? Est-ce qu'on va être aussi capable de voir la formation des premières étoiles et les propriétés de ces toutes premières étoiles? Et puis, ce qui va nous intéresser aussi, ça va être de savoir quelle est la plus petite galaxie qu'on va pouvoir former au début de l'univers. Pourquoi ça nous intéresse, ça? Eh bien, parce que si on est capable de répondre à cette question, on va être capable de contraindre les modèles de formation de ces galaxies. Ça, aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, si je devais faire un résumé de cette première partie, qui a été un peu longue, c'est de dire que le système solaire n'est pas unique, que les étoiles se forment dans des nuages de gaz et qu'elles évoluent avec le temps selon leur masse. C'est de dire que certaines galaxies, elles possèdent un trou noir, pas toutes, mais certaines en tout cas, et que les galaxies étaient déjà présentes 500 millions d'années après le Big Bang. Mais ce qui est plus important sur cette première partie, c'est évidemment toutes les questions qui restent ouvertes.
Je viens de parler des premières galaxies. La question de la vie, c'est quand même une question qui est fondamentale. Est-ce que la vie s'est développée ailleurs que sur la Terre? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'a pas d'indice qui nous fait penser que la vie se serait développée ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas développée. Ça veut juste dire que le scientifique que je suis n'a pas les données pour vous dire si oui ou non la vie s'est développée sur un satellite de Jupiter, sur une autre exoplanète, etc. Et j'en viens maintenant à la deuxième partie, qui est que, eh bien, avec toutes ces questions qui restent en suspens, il nous faut un autre télescope si on veut y répondre. Parce que ça, c'est le propre de l'homme, hein, notre espèce, Homo sapiens, c'est l'homme qui pense. Il faut qu'on ait une réponse à toutes ces questions. Et il va falloir qu'on définisse quel type de télescope on a besoin pour répondre à toutes ces questions. Alors, on a parlé un peu de la lumière, on va reparler rapidement de la lumière. La lumière, je vous ai dit, à nos yeux, il voit dans le domaine du visible. Ce qui vous permet de voir les diapos à l'écran, c'est parce que vos yeux captent la lumière visible. Alors, il y a différents types de lumière. Hein. Alors, on ne la voit pas, évidemment, parce que nos yeux ne sont pas capables de la voir. Il y a notamment la lumière ultraviolette. Et ben, c'est celle qui fait que quand vous montez au sommet du Puy de Dôme en été, eh bien, vous allez bronzer parce que le soleil vous envoie des rayons ultraviolets. Ça, c'est un autre type de lumière. Et puis, il y a la lumière infrarouge. Alors, la lumière infrarouge, c'est ce que les militaires connaissent pas mal, hein, parce que quand ils vont faire des exercices dans les forêts, alors je ne sais plus s'ils les font au pied dans la chaîne des puits, je crois qu'ils n'ont plus le droit de faire leur exercice là-bas. Et quand ils font des exercices dans la nuit et dans les forêts pour repérer leurs ennemis ou les gens du camp d'en face, ils mettent des lunettes à vision infrarouge parce que nous émettons des infrarouges. Nous sommes un corps chauffé, donc on émet des infrarouges. Donc ça, c'est un domaine de lumière aussi qui est intéressant. Alors justement, Hubble, lui, il a observé principalement dans le domaine ultraviolet, dans le visible qui est là, et un tout petit peu dans l'infrarouge. Nous, on a maintenant envie de répondre à, on va dire, 3 ou 4 grandes questions. La grande question, c'est la vie. Comment faire pour démontrer que la vie existe sur d'autres planètes? Eh bien, il va falloir aller trouver une molécule en particulier, c'est la molécule d'ozone. Ce n'est pas la molécule d'oxygène, on a souvent envie de dire que c'est l'oxygène, mais finalement, les gens qui travaillent sur les exoplanètes nous disent que c'est plutôt l'ozone qu'il va falloir aller chercher. Et l'ozone, il se trouve qu'elle émet à 2 microns dans les atmosphères d'exoplanètes. Donc, vous voyez que Hubble, lui, s'est arrêté à 1,6 microns. Donc, Hubble ne pouvait pas détecter l'ozone dans l'atmosphère des exoplanètes. Je vous ai aussi dit que ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment se formaient les planètes. Alors, pour savoir comment se forment les planètes, il va falloir aller observer des jeunes exoplanètes. Et les jeunes exoplanètes, elles émettent principalement autour de 3 microns. Et puis, je vais quand même prêcher aussi pour mathématiques de recherche. Il faut absolument qu'on aille répondre à cette question de savoir quand se sont formées les premières galaxies. Eh bien, si on veut savoir ça, il va falloir aller regarder autour de 2 microns. Donc là, vous voyez qu'on commence déjà à dessiner le domaine de lumière que l'on veut aller observer avec le successeur, entre guillemets, de Hubble. Et vous voyez tout de suite que ce n'est pas vraiment le successeur. Hein. Le successeur de Hubble, il aurait observé dans le domaine visible. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous, on va plutôt aller chercher un télescope qui va fonctionner dans l'infrarouge. Ensuite, on peut se poser la question de savoir quel type de données on veut. Quel type d'image on veut récolter avec ce télescope. Alors évidemment, on va prendre des photos du ciel, on va prendre des photos à haute résolution parce qu'on veut aller voir les détails sur ce ciel, c'est-à-dire être capable de détecter des objets qui sont très petits. Et puis, on va vouloir aussi des images qui sont très profondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des images très profondes? C'est-à-dire des images où on va être capable de détecter des objets qui émettent très, très peu de lumière, qui sont très, très faibles. Des images en infrarouge, on l'a dit. Et puis, on va aussi vouloir faire de la coronographie. C'est ce que je vous expliquais quand on parlait des exoplanètes. Je vous ai dit que si on veut faire des photos d'exoplanètes, il faut masquer la lumière de l'étoile. Ça, c'est typiquement la coronographie qui va nous permettre de faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Mais on veut aussi être capable de disperser la lumière, ce qu'on appelle la spectroscopie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de disperser la lumière? Eh bien, quand on veut aller étudier un élément en particulier. Par exemple, si dans une galaxie, je veux aller étudier l'hydrogène qu'il y a, je vais avoir besoin de disperser la lumière et d'aller chercher ces fameux indices de l'hydrogène dans le spectre de mes galaxies. Alors évidemment, on va vouloir des images de la spectroscopie à haute résolution, c'est-à-dire être capable de voir les détails dans ces molécules et ces atomes qu'on va aller observer, des images très profondes qui vont nous permettre de détecter des quantités faibles de molécules, parce que moins vous avez de molécules, eh bien, moins vous émettez de lumière, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on veut de la spectroscopie profonde, toujours dans l'infrarouge, évidemment. Et puis, on veut aussi observer plusieurs objets en même temps. On ne veut pas faire un objet à la fois. Si on pouvait faire plusieurs objets en même temps, ce qu'on appelle la spectroscopie multi-objet, eh bien, ce serait tout bénéfice pour nous. Eh bien, c'est comme ça qu'on a construit le télescope, le James Webb Space Telescope,
qui a une histoire lui aussi, déjà avant même son lancement, une histoire assez incroyable. Donc, il a été validé, ce projet de futur télescope, en 1996. Il ne s'appelait pas encore James Webb à l'époque, il s'appelait le Next Generation Space Telescope. En 2002, on l'a nommé en hommage à un des anciens directeurs de la NASA. En 2011, pas de chance pour le James Webb, le Congrès demande l'annulation du projet pour raisons budgétaires. Alors ça, c'était pas top. Je me rappelle à l'époque que toute la communauté, on avait signé une pétition. Moi, j'étais en thèse en 2011. On avait signé une pétition pour dire ah ben non, 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 il faut absolument que les Américains maintiennent ce projet parce qu'on va en avoir besoin, etc. 2012, bonne nouvelle, le budget est consolidé. Et 2016, ça y est, le télescope est prêt. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que le télescope est prêt et qu'il n'a toujours pas été lancé? Eh bien, parce qu'on a eu beaucoup de retard. En mars 2018, premier retard, on nous dit on ne le lancera pas avant mai 2020. En 2020, on a un autre retard que vous allez comprendre. C'est à cause de la pandémie. Les équipes, elles ne pouvaient pas travailler puisqu'on était tous confinés chez nous. Aux US, ils étaient aussi confinés. Donc, retard. Et on nous dit, eh bien, pas avant octobre 2021. Et là, on nous a dit il y a quelques jours que ça devait avoir lieu le 18 décembre. Finalement, nouveau retard, ça aura lieu le lancement le 22 décembre. Alors, on peut regarder les dates de retard successifs du télescope spatial Hubble. Ici, vous avez un graphique qui vous montre en fonction de l'année la date de lancement estimée. Vous voyez que dans les années 96, quand le télescope a été validé, on était plutôt autour de 2007. Et puis, c'est allé très, très vite. Quand on est arrivé en 2008, là, on pensait déjà qu'on était en 2014. C'est-à-dire qu'on avait pris 7 ans par rapport à la date initiale. Et puis 2011, arrêt du programme parce que plus de sous. 2012, ça repart et on est en 2018. C'est-à-dire que là, on est 11 ans après la date de départ initiale. Et en 2021, ça y est, on y est. Donc, vous voyez on a un retard pour ce télescope de 14 ans. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est le coût de ce télescope entre le moment où vous montez le projet et le moment où vous allez le lancer. Et là, vous avez la même chose. Vous avez la date de lancement du télescope et le coût en milliards de dollars, de 4, 6 et 8 milliards. Si bien que le James Webb, avant son lancement, il va coûter à peu près 10 milliards de dollars. Et 10 milliards de dollars, c'est le coût de fonctionnement du télescope spatial Hubble pendant 25 ans. Donc, vous voyez qu'avant même son lancement, il dépasse complètement en termes de coût le télescope spatial Hubble. Première raison d'un projet titanesque. Alors, c'est un projet titanesque, certes, sur le budget, mais sur les caractéristiques également. Voici le miroir du télescope spatial, du James Webb Space Telescope, 6,50 m de diamètre, comparé au télescope spatial Hubble qui mesure 2,40 m. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la surface collectrice. Plus votre diamètre est grand, plus vous allez collecter de lumière. Et puis, ce qui est intéressant à regarder, c'est le nombre de données qui est traité, la quantité de données. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, Hubble, il traite 27 gigas de données par jour. Le James Webb, il va en traiter 500 gigas par jour. Alors, il y a un truc aussi qui est intéressant à noter, c'est la différence entre les années 90 et les années 2020. Le poids du télescope spatial Hubble, c'est de 11,6 tonnes. Le poids du James Webb, c'est 6 tonnes. Pourtant, c'est un télescope qui est beaucoup plus grand. Et bien oui, parce qu'entre 90 et 2021, on a pas mal miniaturisé les composants et on les a fait de plus en plus légers. Vous voyez que ça, c'est quand même un sacré coup de chapeau aussi qu'on peut tirer aux ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. Alors, les instruments qui vont être à bord du James Webb, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a exactement ce qu'on a défini juste avant. Des caméras qui vont travailler en infrarouge. Là, vous avez, si vous vous rappelez les valeurs que je vous ai données tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui nous intéressait, nous, c'était entre 2 et 3-4 microns. Donc, on est quelque part par là. Tous les gros instruments sont effectivement ici. NIRCam qui va faire des photos. On a un objet, alors multi-object spectroscopy, c'est ce qui va nous permettre plutôt que de faire de la spectroscopie d'un seul objet, on va en faire plusieurs à la fois. Donc là, on va être capable de le faire. Donc voilà, on a tous les instruments que l'on veut pour répondre à toutes ces questions. Et là, je vous parle des images à haute résolution dans l'infrarouge. Ce que vous avez ici sur la gauche, c'est la qualité des images prises par le télescope spatial Spitzer, qui est en ce moment dans l'espace, et la simulation de ce que va obtenir le James Webb. Et là, vous comprenez tout de suite l'intérêt d'avoir des images à haute résolution. Si vous regardez par exemple ici, ces deux, alors ce qu'on peut appeler ça des galaxies, ces deux points qu'il y a sur cette image, et
Et vous regardez là, eh bien, vous voyez que vous n'aviez absolument pas vu avec Spitzer ces deux galaxies qui sont là. Elles ne sont absolument pas visibles ici. Et avec le James Webb, elles seront tout à fait visibles. La forme des galaxies sera également visible. Regardez ici, cet amas, enfin ce regroupement de galaxies-là, difficile quand même de voir à quoi ressemblent toutes ces galaxies. Là, avec le James Webb, on va avoir aucun problème pour voir toutes ces galaxies. Donc voilà pourquoi il nous faut des images à très haute résolution. On va parler un peu de la taille aussi de cet objet-là. C'est quand même assez incroyable. Là, vous l'avez, hein, le James Webb, voilà le design qui a été validé et qui est prêt, hein, qui va être envoyé. Ici, vous avez le miroir de 6,50 m. Donc, la taille du James Webb, une fois déplié, donc ça, c'est le bouclier solaire pour protéger le télescope du Soleil. Là, vous avez l'antenne, parce qu'il va bien falloir qu'on communique avec la Terre. Là, vous avez les panneaux solaires pour alimenter en électricité et en énergie le télescope. Là, vous avez l'ordinateur de bord. Les instruments scientifiques sont derrière. C'est comme ça que fonctionne le télescope James Webb. Vous avez la lumière des galaxies, des étoiles et des planètes qui va arriver ici. Elle va être renvoyée sur ce qu'on appelle le miroir secondaire. Et le miroir secondaire va focaliser toute la lumière ici. Toute la lumière ici. Et ça va aller jusque dans les instruments scientifiques juste derrière. La taille du James Webb, c'est la taille d'un terrain de tennis, 25 mètres par 11 mètres de haut. Voilà, je pense que ça, il faut quand même le garder en tête. C'est 25 mètres et 10 mètres de haut. C'est un immeuble de 3 étages. Voilà ce que les Européens et les Américains s'apprêtent à envoyer dans l'espace dans 10 jours. Alors maintenant, la question de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour envoyer un télescope qui fait la taille d'un terrain de tennis, la hauteur d'un immeuble de 3 étages avec les fusées qu'on a. Voilà grosso modo tous les lanceurs qu'on pourrait utiliser pour envoyer le James Webb. Je vous ai dit que le poids du James Webb, c'est 6,5 tonnes à peu près. Et qu'a fait la NASA? La NASA, elle a dit, pour nous éviter de payer un lancement, on va demander à nos collègues européens. Et le meilleur lanceur, et le lanceur le plus sûr, c'est aussi pour ça que les Américains sont passés par nous, c'est parce que le lanceur le plus sûr au jour d'aujourd'hui, c'est la fusée Ariane 5. Et donc, c'est cette fusée-là. Et vous voyez que par rapport aux autres fusées que l'on a aujourd'hui, c'est une fusée qui est toute petite. Et pourtant, c'est la fusée la plus efficace. En hauteur, elle mesure 50 mètres de haut, à peu près, la fusée Ariane. Et elle a un diamètre qui est alors, je crois que le diamètre utile, il est de 5 mètres à peu près. Or, je vous ai dit que mon télescope, il faisait 9 mètres de haut par 11 et 25 mètres, la taille d'un terrain de tennis. Alors, comment je vais faire? En utilisant la fusée Ariane pour envoyer ce télescope dans l'espace. Eh bien, on va le plier, le télescope. Voilà la fusée Ariane avec le télescope spatial, le James Webb Space Telescope plié. Le miroir que vous avez là, il est plié. On va envoyer dans l'espace un télescope qui fait la taille d'un terrain de tennis plié dans une fusée Ariane. Et c'est là qu'il va falloir aussi tirer un coup de chapeau à tous ces ingénieurs dans l'aérospatial parce que moi, je vais utiliser les données de ce télescope-là, mais je suis incapable de faire tout ce qui a été fait sur toute la technique, toute la technologie qu'il a fallu mettre en œuvre pour faire ce télescope, le plier et le déplier dans l'espace. Et justement, regardez bien comment va se passer le déploiement de ce télescope dans l'espace. Là, vous avez une vidéo. Je vais peut-être couper le son parce que sinon, je crois que ça fait du bruit. Voilà. Donc là, on est 30 minutes après le lancement. La fusée Ariane libère le télescope dans l'espace et le télescope va commencer à déplier en premier le panneau solaire, parce qu'il faut quand même qu'on ait un peu d'énergie. 3 jours après, on va déplier tout doucement le bouclier thermique, ce que vous avez ici. On va juste faire tomber le bouclier thermique. 4 jours après, on va relever un petit peu le télescope. 5 jours après, là, on va déployer, alors ça, c'est des espèces d'ailerons pour la stabilité du télescope. Et on va ouvrir, regardez bien quand même, imaginez que ça va se faire sans l'intervention de l'homme. Ça, c'est automatique dans l'espace, au-dessus de nos têtes, dans un peu moins de 10 jours, dans 15 jours. C'est-à-dire que pendant les vacances de Noël, voilà ce qui va se passer au-dessus de nos têtes. On va déployer, on est en train de déployer le bouclier thermique. Voilà. On va rehausser tout ça, parce qu'il y a plusieurs couches, mais ça, je vous passe le détail. Hop, 10 jours après le lancement, on met en place le miroir secondaire et on va déployer le miroir primaire. C'est incroyable. Voilà, 12 jours après, on fait le miroir. Donc un miroir,
Ça, c'est la taille d'un terrain de tennis. Il faut quand même garder ça en tête quand on regarde cette vidéo. Et voilà, le James Webb est prêt et il va aller, pendant 29 jours, il va voyager et il va aller jusqu'à un point particulier qu'on appelle le point de Lagrange. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de Lagrange? C'est l'endroit où va être installé le télescope, le James Webb Space Telescope. C'est un point de gravité stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez un objet là, l'objet, il va rester là et il n'y aura pas besoin de carburant pour le maintenir à cette position. Et il va tourner en permanence avec la Terre. Il va rester, donc vous avez la Terre, pardon, peut-être que j'explique, ça c'est le Soleil, là vous avez la Terre, là vous avez la Lune, et ce fameux point de Lagrange 2, il est là, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il tourne en même temps que la Terre, c'est-à-dire qu'il sera le télescope spatial décidément, le James Webb, il sera systématiquement dans l'ombre de la Terre. Évidemment, on n'a pas envie d'aller observer le Soleil avec le télescope. Donc, on va être en permanence dans l'ombre de la Terre. Et une fois qu'on est là, eh bien, on va tourner en même temps que la Terre autour du Soleil. C'est ce que vous allez voir sur cette courte animation. La Terre tourne et vous voyez que le point de Lagrange, eh bien, il tourne et le télescope spatial, le James Webb Space Telescope, le JWST, il tourne aussi dans ce point de Lagrange en permanence derrière la Terre. Il n'y a pas besoin de carburant pour faire tout ça. Voilà comment il va observer. Donc ça, c'est assez incroyable. Il va arriver là 30 jours après son lancement. Alors le calendrier, grosso modo, c'est que donc 30 jours après son lancement, il est lancé le 22 décembre, c'est-à-dire grosso modo fin janvier. De fin janvier à juin, on va vérifier le télescope, on va allumer la caméra et on va regarder si, pour le coup, là, les images sont bien nettes et pas floues, comme ce qui est arrivé pour Hubble, parce que ce serait problématique. N'oublions pas que le James Webb va être installé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire que pour aller le réparer, ça va être très compliqué. De juillet à novembre, ça va être les premières observations, ce qu'on appelle le cycle de Early Release Science, et je vous ai mis le détail de tous les programmes qui vont être observés. Et à partir de décembre, on va commencer d'autres observations. Et je voudrais tirer un coup de chapeau à Olivier Bernet, qui est le seul Français à avoir eu du temps sur le premier cycle d'observation, l'ERS, c'est les premières observations du James Webb. Eh bien, c'est lui qui est à Toulouse, à l'IRAP, et il va étudier les régions proches des étoiles très massives pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elles produisent leur poussière d'étoiles en quelque sorte. Donc un grand coup de chapeau à Olivier Bernet de Toulouse qui a eu son programme d'accepter sur le télescope. Un autre programme dont j'aimerais parler, c'est celui de Tommaso Treu à UCLA, qui est à Los Angeles, parce que c'est probablement un des programmes aussi qui va répondre à une des questions sur quand se sont formées les toutes premières galaxies. Donc ça, c'est un programme qu'il va falloir suivre. C'est un des tout premiers programmes. Là, vous avez une image du télescope spatial Hubble. Eh bien, en fait, lui, il va aller regarder encore plus loin que ce que pouvait faire Hubble dans cette zone du ciel-là. Et en utilisant et en combinant les données de Hubble et celles du James Webb, eh bien, on va être capable probablement de répondre à la question de savoir quand se sont formées les toutes premières galaxies. Et puis, il y a une chercheuse qui, à mon avis, il va falloir suivre dans les années qui viennent, c'est Nathalie Batalla, en Californie, à Santa Cruz. Elle a un programme d'accepter, un des tout premiers programmes acceptés. Son objectif à elle, c'est d'aller regarder l'atmosphère des exoplanètes en transit devant leur étoile. Pourquoi? Pour aller détecter la raie, toutes ces raies qui pourraient nous donner des indications sur la vie. Et à mon avis, s'il y a une chercheure au monde sur qui il faut pas hésiter à parier pour l'annonce de la présence de vie, c'est Nathalie Batalla à Santa Cruz, à mon avis. Donc voilà, ça va être observé dans les tout premier mois. On va être entre juillet et novembre de l'an dernier. Et j'arrive à la conclusion, je suis désolé, j'ai parlé un peu trop longtemps, mais je vais faire une conclusion assez rapide. Où est-ce qu'il est aujourd'hui, le James Webb Space Telescope? Eh bien, il est en Guyane. On l'a plié. Alors, je coupe encore le son, désolé. Si j'arrive à me remettre. Voilà. On a plié le télescope. Voilà. On l'a mis dans une boîte, dans un colis. Et le colis, on l'a envoyé en France. Donc là, vous imaginez la taille quand même du télescope quand vous voyez la taille des ingénieurs et des techniciens qui travaillent autour. Voici la boîte. Et évidemment, on l'a fait sortir de nuit. Donc, il part de Pasadena. Donc, il était en Californie. Il est parti de nuit. On n'a surtout prévenu personne. On a bloqué l'autoroute pour qu'il puisse faire les quelques 40 kilomètres qui le séparaient
du bateau, donc entre le hangar et le bateau. Vous voyez, l'autoroute, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, il faut quand même s'imaginer que bloquer une autoroute, ça a dû mettre un beau chantier dans la ville. Ils ont fait ça très, très, très tôt le matin. Il était 2-3 heures du matin. Et on l'a emmené jusqu'au bateau. Et on n'a surtout pas dit dans quel bateau il était et à quelle heure il partait. Parce que la grande crainte des Américains, c'était que le bateau dans lequel était installé le James Webb se fasse aborder par des pirates. Et parce qu'il y a des pirates juste dans la baie qui amène en Guyane française. Et coup de chance quand même pour nous, aucun pirate n'est venu toucher le bateau. Résultat, le bateau est arrivé en Guyane. C'était en octobre, mi-octobre 2021. Mais le 12 octobre 2021, ça y est, depuis le 12 octobre, le télescope est en Guyane. Il est prêt à être lancé. La fusée Ariane, je crois qu'elle est pas loin d'être construite, enfin d'être prête elle aussi. Et le lancement aura lieu donc depuis le centre spatial guyanais, depuis donc le sol français. C'est depuis le sol français que le télescope spatial va quitter la Terre. J'adore cette image. Il y a une image qui est très belle. Elle va arriver dans pas trop longtemps. C'est le télescope spatial, la boîte qui contient le télescope. Il a l'air plutôt détendu, le chauffeur. Moi, je pense que si j'étais chauffeur du James Webb, je serais un peu moins détendu. Surtout qu'il y a de l'eau tout autour. Enfin bon, il y a une image, voilà, c'est celle-là, quand vous avez le télescope qui arrive et qui va passer à côté de la fusée Ariane. Il roule quand même pas très vite, quoique. Et voilà, la fusée Ariane, c'est une maquette que vous avez au Centre spatial guyanais. Et le télescope spatial, le James Webb, qui va rentrer là-dedans et qui va partir dans l'espace le 22 décembre prochain à 9h20, heure de Guyane. Je serai sur place. C'était un moment que je ne voulais pas manquer. Donc à 9h20 le 22 décembre. Un peu de stress évidemment, mais tout va bien se passer puisque Ariane, ça reste quand même une des fusées, un des lanceurs les plus sûrs qu'il y a aujourd'hui. Donc 9h20 heure de Guyane, 13h20 heure de Champs-sur-Tarentaine. Et je pense que si vous vous mettez sur les chaînes info, je pense qu'ils vont diffuser ce lancement en direct. S'ils ne le font pas, il faudra aller sur NASA TV ou sur ESA TV, vous tapez ça dans Google. Ou peut-être que le laboratoire de recherche sur la foudre pourrait, sur sa page Facebook, retransmettre le lancement ou partager un lien. Mais c'est, à mon avis, vraiment quelque chose à observer, à regarder. Pourquoi ? Parce que vous connaissez tous le télescope spatial Hubble. Vous ne connaissez pas encore le James Webb, mais le James Webb, il va faire de très, très grandes découvertes. Ça va être un télescope qui va amener de nombreux prix Nobel. Le prix Nobel, c'est une chose. Ce qui va être beaucoup plus important, à mon avis, c'est les découvertes qu'il va faire. Et à mon avis, on attend ça tous avec impatience, qu'une équipe de chercheurs nous annonce que sur cette planète-là, sur cette exoplanète-là, il y a de la vie. En tout cas, on a des preuves pour dire qu'il y a de la vie. On attend ça. Et c'est probablement ce télescope-là qui sera lancé par Ariane 5 qui nous apportera la réponse. Je m'arrête là. Je m'excuse d'avoir été trop long. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, Nicolas, merci beaucoup pour cette remarquable conférence. Encore merci. D'ailleurs, il faut signaler que tu es au travail, là, normalement, dans les bureaux, Et non ? je suis dans mon bureau. Mais c'était ça que je voulais vous montrer, parce qu'on a le modèle, on a le miroir ici. Donc, si on a encore 3 minutes… Bien sûr. Alors, je vous montre. Vous me voyez toujours ? Ah non, il va falloir que j'arrête de partager l'écran pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Alors, on a une maquette du James Webb. Attendez. On va allumer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre un peu plus bas. Donc là, on me capte toujours. Bien sûr. Donc là, on précise que tu es à Londres en ce moment. Hein ? Cambridge. Cambridge, pardon. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Est-ce que vous voyez ceci là ? La moitié du miroir qui est là, ça c'est la moitié du miroir du James Webb. Vous imaginez un peu, vous avez une porte au milieu pour vous donner un peu l'idée de la taille de ce miroir. Je ne sais pas trop comment faire. Non, mais on le voit bien, on l'aperçoit. Voilà. Donc vous avez la moitié du miroir du James Webb. Voilà, comme ça vous pouvez voir, vous rendre compte un peu de la taille de cet objet qu'on va envoyer dans l'espace dans 10 jours. Et je suis tout seul, donc je n'embête pas grand monde. En tout cas, on a appris énormément de choses. C'était aussi la première
conférence, la web conférence proposée par nous, par le labo. Donc, merci d'avoir voulu essuyer les plâtres. On reconnaît ton côté extrêmement pédagogue. C'était vraiment un réel plaisir de te retrouver ce soir, en tout cas. Franchement, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Je voulais aussi préciser un fait, c'est que Nicolas, au-delà du fait que tu sois un astrophysicien très connu pour tes travaux, tu es aussi un très grand acteur de la vulgarisation scientifique, puisque tu es le président de l'association Infiniscience, alors qui est un acteur majeur de la culture scientifique, de la diffusion de la culture scientifique, on disait au départ en Auvergne, mais plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment. Et est-ce que tu peux nous toucher un petit mot de l'association Infiniscience? Merci, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Merci de me donner cette opportunité. Alors, Infiniscience, c'est une association qui est basée à Clermont-Ferrand, parce que je suis originaire de Clermont-Ferrand, et qui a pour objectif de diffuser les connaissances scientifiques en invitant en Auvergne-Rhône-Alpes des scientifiques de renom. On a invité Hubert Reeves, on a invité le regretté Axel Kahn, Yves Coppens, Jean-Louis Etienne, etc. Et on invite justement, ça me permet de faire la pub, le 10 janvier à Clermont-Ferrand, Serge Berthier, qui est un professeur à l'Université de Paris, qui travaille sur les papillons. Et on trouvait que c'était assez sympa d'avoir cette thématique-là. Alors, il travaille sur les papillons, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les papillons, ils sont les seuls à pouvoir faire des couleurs. Il y a des couleurs qui ne sont portées que par les ailes de papillons et qu'on ne trouve que dans les ailes sur les ailes de papillons dans la nature. Donc, il va nous parler de ça, ce sera le 10 janvier. On va avoir d'autres événements tout au long de l'année. Et en ce moment, on a aussi une exposition qu'on a faite avec Thomas Pesquet, qui est l'exposition de ces photos. Alors, ce n'est pas toutes ces photos, parce qu'on n'a pas voulu faire une exposition juste pour dire, regardez, il y a des photos, etc. On voulait, nous, diffuser les connaissances avec ces photos. Et donc, on a pris 10 photos de Thomas Pesquet qui avaient toutes un phénomène scientifique. Donc, on va parler des aurores boréales, on va parler du réchauffement climatique, on va parler des marées, on va parler… Et cette exposition, jusqu'au 30 janvier, elle est à Saint-Étienne, au musée du design. Donc, bon, c'est un peu loin de Champs-sur-Tarentaine, mais si vous avez l'occasion d'aller la voir, c'est une expo qui est sympa, c'est une exposition interactive, il y a aussi des vidéos. Et elle va venir, mais je suis bête, elle vient à Aurillac, cette expo, au mois de mars, de début mars jusqu'à début avril. Elle est reçue par le club le Cantal Photo Club. Voilà, donc ce sera au mois de mars. Voilà ce qu'on fait grosso modo. Parfait. En tout cas, je vous invite toutes et tous à suivre les activités d'Infiniscience. Alors, il y a la page Facebook, il y a le site Internet. Franchement, ça permet aussi de suivre les activités scientifiques de Nicolas, bien évidemment. Et puis, on va suivre ton conseil. On va tenter de diffuser en direct le lancement du James Webb, tout simplement. Nicolas, un grand, grand, grand merci. Bon voyage en Guyane. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Voilà, et puis ce sera l'occasion aussi que tu reviennes nous raconter un petit peu ce lancement. Alors n'hésite pas, fais quelques photos, quelques vidéos, et on se donne rendez-vous très très bientôt. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Nicolas. Bonne soirée, au revoir.